dont vous allez avoir d'abord le professeur Tania Attier, qui travaille à Imagine, qui est généticienne, qui fait de la phytopathologie également, et qui va vous parler de l'importance de la génétique. Et après, le docteur Solveig Eid, qui va vous donner une idée de ce que l'on recherche comme anomalie en génétique devant une anomalie du corps calleux. Alors effectivement, Marie-Laure a dit que je travaillais en phytopathologie. Je suis responsable de l'unité de phytopathologie, c'est-à-dire nous examinons les fœtus issus, il ne marche pas. Les fœtus issus d'interruption médicale de grossesse, quand il y en a. Vous savez que certaines grossesses se soldent par une mort fœtale, un décès spontané ou une interruption. C'est pas du tout de ça que je vais vous parler. Je suis généticienne et l'objectif de mon topo est que vous donnez les bases pour comprendre les deux prochains. C'est-à-dire que dans les deux prochaines présentations, on va vous parler des causes génétiques les plus fréquentes. On ne peut pas toutes les défiler, d'anomalies du corps calleux, et on va vous parler d'exomes en prénatal. Donc l'idée, c'est de vous faire comprendre, donner les bases pour comprendre cela. Alors en fait, voici un organisme, là ici un organisme humain. Si on regarde l'unité de base d'un organisme humain, c'est la cellule. Et il y en a 70 milliards à peu près chez un individu adulte. Si on zoome sur une cellule, on voit qu'il y a à l'intérieur une boule, comme un abricot, un noyau. Et si on regarde ce qu'il y a dans ce noyau, eh bien, on voit des petits bâtonnets qu'on appelle des chromosomes. Et ces chromosomes, ils sont en nombre constant, on va le voir. Ici, il y en a un qui est représenté. Ils sont visibles au microscope. Si on essaie de zoomer là encore sur ce que représente chacun de ces chromosomes, eh ben on voit qu'il est formé d'un filament, d'un double hélice, qu'on appelle un filament d'ADN. Et pour vous donner une idée de ce filament d'ADN présent dans chacune, je parle à l'échelle individuelle, dans chaque cellule, si on le déroulait complètement, parce que là, c'est des structures super enroulées, des enroulements successifs, il ferait 19 mètres carrés environ. Et on casse 19 mètres carrés de filaments d'ADN dans chaque cellule, sous forme de chromosomes qui sont condensés. Et que finalement, c'est cette structure-là qu'on peut voir sur un karyotype. Donc au final, la définition, un chromosome, c'est le support de l'ADN, mais il n'est pas l'ADN étant on va voir tout de suite ce que c'est, mais il n'y a pas que ça dans le chromosome, c'est de l'ADN enroulé avec d'autres molécules, et leur nombre est constant dans chaque espèce, et en particulier dans l'espèce humaine, il y a 46 chromosomes. 46, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a 23 qui arrivent avec l'ovocyte, et 23 qui arrivent avec le chromosome, donc on est issu génétiquement de chacun de ces, à moitié, de chacun de ses parents sous forme d'un lot de chromosomes 1, 2, 3, 4, 5, etc., venant du père, et un lot de chromosomes venant de sa mère, contenant les mêmes molécules d'ADN, puisque l'ADN, c'est la molécule support de l'information génétique, a un agencement précis tout le long de ces chromosomes. Alors, si on zoome encore maintenant sur cette molécule d'ADN, on voit qu'elle est composée finalement de 4 lettres. Ce sont des nucléotides qu'on appelle aussi des bases, A, T, C, G, je ne rentre pas dans les détails. Et au total, ces 19 mètres correspondent à 3 milliards de nucléotides. On dit paire de nucléotides parce qu'en fait, c'est une double hélice. Mais en tout cas, 3 milliards dans l'espèce humaine. Ok, donc il y a de l'ADN. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va donner l'information génétique ? L'information génétique, l'unité de base, c'est le gène. Le gène, vous le voyez ici, vous en voyez plusieurs, colorés de façon de différentes couleurs ici sur un chromosome déroulé, un vert ici, un bleu ici. Eh bien, chaque gène va donner une instruction à la cellule. Cette instruction, ça va être soit une fonction le plus souvent, ici par exemple une protéine, une enzyme digestive, soit une structure, ça va être donner une information pour une protéine qui va être finalement comme constituer le mur, les portes de chaque cellule. Il faut en effet imaginer chaque cellule comme une véritable petite ville ou une usine, comme vous voulez, où il y a au milieu un noyau, et ce noyau, c'est la bibliothèque centrale, où il y a toute l'information génétique, les chromosomes. Mais tout autour de cette cellule, il y a plein d'autres organismes, de molécules, qui vont faire que cette cellule puisse fabriquer de l'énergie, respirer, rejeter les déchets. C'est une vraie usine. Et chacune de ces molécules est constituée
l'information est donnée par un gène. Mais en plus de ce qu'il y a à l'intérieur, il y a tout le mur, les portes, il faut des transporteurs, il faut des canaux pour rentrer et sortir de la cellule. Et toutes ces informations, chacune d'entre elles, est donnée par un gène. Ce que vous voyez ici, surtout, c'est que ces gènes, finalement, ils ne sont pas tout le long de ce chromosome. Il y a des régions qui ne sont pas des gènes. D'ailleurs, c'est la grande majorité de ces chromosomes. Les gènes ne représentent que 1,5% de l'ensemble de l'ADN. Donc la grande partie de notre ADN n'est pas faite de gènes. Il y en a 20 000 à peu près chez l'homme. En plus de cette activité de structure ou une activité, un set de gènes va spécifier une cellule. Parce que là, on a donné les mécanismes communs à toutes les cellules, mais c'est certain qu'une cellule qui fait de l'œil ou du cœur ou de la peau ou de l'os ne sont pas identiques. Donc elles ont besoin de se différencier, de se spécialiser. Et il y a des gènes qui sont là pour ça. Et donc, au final, ces 20 000 gènes vont être responsables, vont transmettre ces informations génétiques, mais vont être aussi responsables des caractères génétiques que l'on transmet à nos enfants. Mais alors, comment se fait ici la traduction de cette information génétique en instruction donnée à la cellule? Comment on passe en réalité du gène à la protéine, qui est cette protéine qui a une fonction de structure, une activité? Eh bien, ceci se fait grâce à un code. Chaque 3 bases, je vous rappelle que l'ADN c'est 4 lettres, tout l'ADN c'est 4 lettres, mais chaque 3 d'entre elles vont spécifier un acide aminé, quel acide aminé va être rajouté. Donc on rajoute ainsi un acide aminé l'un après les autres. Et la chaîne d'acides aminés, eh bien, c'est ce qui constitue une protéine. Le code génétique qui permet de traduire l'ADN, le gène, en protéines, c'est un code universel qui est commun à tous les êtres vivants. C'est le même. Chez tous les êtres vivants, on a à peu près 20 acides aminés au total. Donc, le code génétique, en anglais, pour les anglophones, c'est les encadrés verts. La règle utilisée pour traduire les informations du matériel génétique en acides aminés est formelle. Les protéines. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un exemple d'une succession de bases dans un gène. Et vous voyez que si l'une d'entre elles, de ces bases, est transformée en une autre, il y a un changement, eh bien, ça va changer finalement l'acide aminé pour lequel ce codon, un triplet ici s'appelle aussi un codon, et ça va changer le sens de la protéine. Et il faut imaginer un gène comme fait de paragraphes, et une simple faute d'orthographe peut changer complètement le sens du mot et du coup de la phrase et être responsable éventuellement d'une maladie. Vous allez entendre parler de génome. Génome, c'est la contraction de gène et ome. C'est à la fois, en fait, c'est juste pour représenter, c'est un mot qui a été inventé pour dire qu'il s'agissait de l'ensemble de l'information génétique contenue dans un organisme. Quand l'on parle des 46 chromosomes, donc à l'échelle du chromosome, ou qu'on parle au niveau de l'ADN, c'est-à-dire des 3 milliards de paires de bases. Alors, je vous ai dit que notre ADN avait une séquence conservée qui était la même d'une espèce à l'autre. Mais alors, qu'est-ce qui explique nos différences si on a la même séquence d'ADN? Ce qui explique nos différences, parce qu'en effet, on a beau être tous pareils, on se ressemble, on a des yeux, des mains, on est tous différents et chacun unique. Qu'est-ce qui fait notre différence? Eh bien, c'est quand même la variabilité du génome. La variabilité du génome, c'est quoi? C'est que si je prends un chromosome, je commence ici, je vais là-bas, eh bien, je vois qu'il y a des bases, des codes, des lettres qui sont parfois variantes. C'est-à-dire, chez moi, ça sera un T, chez vous, ça sera un C. Et il y en a comme ça beaucoup tout le long du génome. Et puis, il y a même des choses qui ne sont pas des changements de base, une en une autre, de lettres, mais aussi des bouts manquants, qui sont normales, qui sont présents dans la population générale. En gros, si on regarde 2 personnes prises au hasard ici, eh bien, la différence entre 2 individus, c'est une différence tous les 1000 bases. Et puis, ça va être aussi, au final, ça représente 0,1% de différence entre 2 individus pris au hasard. C'est pas beaucoup, mais si on regarde à l'échelle du génome, c'est-à-dire des 3,5 milliards de paires de bases, eh bien, ça fait 3 à 4 millions de petites différences entre 2 individus pris au hasard. Ces variations, elles existent dans la population générale le plus souvent, et du coup, c'est ce qui explique nos particularités. Mais ça explique aussi que des fois, quand on tombe sur une variation parce qu'on on fait une analyse génétique, on ne sait pas bien dire si ce qu'on a vu est quelque chose de banal ou si c'est quelque chose qui va expliquer la maladie. Ça s'appelle des variants dont on ne connaît pas la signification, de signification inconnue.
Ça, c'est celle qui existe dans la population. Puis de temps en temps, il y a des mutations nouvelles qui apparaissent, des accidents génétiques, qu'on appelle des mutations. Une nouvelle variation. Comment ça survient pour passer d'une cellule au départ qui est un œuf fécondé aux milliards de cellules qui nous composent? Eh bien, c'est une cellule au départ qui se divise en deux, vous voyez, qui donne 2 cellules filles. Et pour faire ça, il faut que cette cellule fille ait le même matériel génétique que la cellule au départ. Donc ce matériel génétique ici, il va se dupliquer. Vous voyez, chaque brin ici, le bleu, va devenir 2 brins et l'autre brin en rouge va devenir 2 brins. Il faut imaginer qu'il y a une machine qui arrive et qui copie tout le matériel génétique et qui en fait 2 copies, copier-coller. Comme, voilà, copier-coller. Mais ce copier-coller, eh bien, il y a des erreurs quand on fait des copier-coller. Et ces erreurs, il y a même des mécanismes de réparation dans la cellule, une machine qui va passer derrière pour corriger les erreurs, mais parfois, elle ne restitue pas ces machineries, ces mécanismes, la séquence originale. Et du coup, il y a un variant nouveau qui arrive chez un individu qui n'existait pas chez ses parents. Quand cette mutation arrive, vous voyez ici, par exemple, au moment de cette division, hop, une variation, une mutation, eh bien, ça peut être létal pour la cellule, elle meurt, les autres continuent à se diviser, on ne le sait pas. Si cette variation survient tardivement, eh bien, il y a un individu va être porteur dans ses cellules de quelques cellules porteurs de cette variation, mais pas la majorité, 1%, 2%, 10%. Et on peut comme ça être porteur de variants qui peuvent entraîner une maladie normalement, mais pour lequel on ne présente pas la maladie parce que finalement, cette anomalie génétique, elle n'est présente que dans quelques pourcentages de nos cellules. Ça s'appelle une mosaïque. En revanche, si la variation est survenue précocement et que la mutation est présente dans l'ensemble, elle survient précocement au cours du développement embryonnaire et qu'elle est présente dans l'ensemble des cellules, eh bien, l'individu va être malade et être atteint de la maladie. Donc voilà, on appelle ça les mosaïques. Et en fonction du degré de mosaïque, on peut ou pas être atteint de la maladie. Est-ce que c'est fréquent, ces mutations nouvelles? Eh bien, en fait, pour répondre à cette question, qui est possible maintenant, on a la réponse. Il faut regarder le nombre de différences qu'il y a entre 2 parents et leur enfant. Et ça a été fait sur une grande population, un grand nombre d'individus. Et on a appris comme ça qu'il y avait en moyenne 75 variations nouvelles entre un enfant et ses parents. C'est-à-dire une variation présente chez l'enfant dont ses parents ne sont pas porteurs. Donc c'est pas rare et finalement ça répond à votre question en consultation de génétique. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça chez tout le monde malheureusement. Il y a des facteurs favorisants. On sait qu'il y a des agents mutagènes, les radiothérapies, voilà. Mais le plus souvent on ne retrouve aucune cause favorisante et c'est juste parce que au moment de la réplication ici, eh bien, il peut y avoir des erreurs qui se font. Mais si cette erreur tombe dans un gène, et c'est le cas pour en moyenne une d'entre elles, qui est important pour le développement du cœur, des yeux, du corps calleux, eh bien, ça va peut-être entraîner une maladie. Donc, par extension, on dit aussi mutation, en génétique humaine, une variation qui est responsable d'une maladie, alors qu'elle n'est pas forcément survenue de façon nouvelle chez l'enfant et ses parents n'en étaient pas porteurs, qui était la définition que je vous ai donnée à la diapositive précédente. Par abus de langage, on appelle mutation toute variation dont on sait qu'elle est responsable d'une maladie, même si elle est présente chez les parents, et même si elle est fréquente en population, parce qu'il y a des mutations responsables de maladies, des variations responsables de maladies qui sont présentes en population. Qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire de génétique? Eh bien, on va pouvoir établir le karyotype. Il y a des maladies génétiques qui sont dues à des anomalies à cette échelle-là, un chromosome en plus, en moins, etc. Vous voyez que tous les chromosomes se ressemblent, sauf la paire de chromosomes sexuels. Une fille a 2 chromosomes X et un garçon un X et un Y. Ensuite, on peut faire une analyse plus fine pour essayer de trouver des bouts en plus, ou des bouts en moins sur un chromosome. Ces techniques qu'on appelle indifféremment CGHR et ACPA selon les labos et selon la technique sont des techniques juste qui permettent de trouver des petits remaniements qu'on ne voit pas forcément sur le karyotype parce qu'elles sont sur le karyotype, on ne les verrait pas. Elles sont encore plus petites que ce qu'on peut voir sur le karyotype. Et donc voilà l'intérêt de ces analyses. Je passe rapidement sur les exemples d'anomalies chromosomiques, parce que je pense que Solveig va vous en parler. Mais c'est juste pour vous dire que certes, il y a beaucoup d'anomalies chromosomiques qui ne sont pas viables et qui ne vont être viables que finalement quand elles sont en mosaïque, c'est-à-dire présentes dans une sous-population de cellules de l'individu, ou quand ce n'est pas une trisomie, par exemple, ici, de tout le chromosome, mais un bout de chromosome qui est en 3 copies, mais pas l'ensemble. L'ensemble du chromosome en 3 copies serait pas viable. Donc il y a des choses qui sont partielles, des choses qui sont en mosaïque, des anomalies qui sont en mosaïque.
Maintenant, si on va aller à l'échelle du gène, eh bien, il faut utiliser une autre technique qui s'appelle le séquençage. La technique classique, c'est le séquençage Sanger, qui permet de séquencer gène par gène. Il faut avoir une hypothèse diagnostique pour aller lire ce livre. Il faut imaginer un gène comme un livre. Donc, il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut chercher. Et puis récemment, vous avez entendu parler, pour certains d'entre vous, du séquençage au débit, qu'on appelle aussi NGS, pour séquençage nouvelle génération. Cette nouvelle technique qui a fait son apparition il y a une dizaine d'années, mais qu'on utilise moins de temps en France, permet de séquencer tout ce qu'on veut. Je veux dire, quantitativement. On peut séquencer tout le génome, c'est-à-dire les 3,5 milliards de paires de bases chez un individu. Mais on peut aussi choisir de ne séquencer que les gènes, c'est-à-dire ces 1,5% qui donnent une information à la cellule. Ça s'appelle l'exome, et ça représente un séquençage de 50 mégabases. Qu'est-ce qu'apportent ces explorations génétiques ? Eh bien, les premières choses qu'on a su faire, c'est le karyotype, établir le karyotype. Donc on a pu trouver les premières anomalies à l'échelle du chromosome quand elles sont visibles. Ça a apporté à peu près 30% de diagnostic dans les maladies génétiques. Puis est arrivé le séquençage Sanger. C'est ces deux techniques ensemble, qui ont permis d'avancer, d'avoir 30% de diagnostic. Puis est arrivé l'exploration par CGH-ACPA des petits remaniements quantitatifs, ça a apporté à peu près 20% de diagnostics supplémentaires. Et enfin, le séquençage au débit, eh bien, dans les études qui ont été faites, il apporte un quart de diagnostics supplémentaires. Mais ce qui est important sur cette diapositive, c'est de voir qu'au final, il y a encore un nombre important de patients atteints de maladies génétiques pour lesquels on n'a pas trouvé la cause génétique en dépit de l'ensemble de ces examens. C'est-à-dire qu'on a réalisé tous ces examens et on n'a pas la cause génétique. Voilà. Alors, est-ce que c'est important de faire un test génétique ? Oui, ça répond aux questions des parents. Quel est le problème ? Quelle est la cause ? Qu'est-ce que cela signifie ? Mais moi, je vais juste insister sur ici, quel est le risque pour le reste de la famille ? Je n'ai pas trop le temps d'entrer dans les détails du reste. Et donc, oui, est-ce qu'il y a un risque pour les autres membres de ma famille ? Et quel est mon risque à moi, enfin à notre couple, d'avoir un enfant à nouveau atteint ? Eh bien, ça dépend du mode d'hérédité. Je vais rapidement passer les principaux modes d'hérédité. Il y a des gènes qui fonctionnent de façon autosomique dominante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, c'est un chromosome, ici, c'est un gène, et ici, c'est un gène en rouge qui est porteur d'une anomalie. Il suffit d'avoir une des deux copies du gène porteur d'une anomalie génétique pour être malade. Le plus souvent, quand les parents n'ont rien, le plus souvent, il s'agit d'un accident génétique qu'on appelle de novo, et le risque pour le couple, à ce moment-là que ça récidive, eh bien, il est quasi nul, puisque c'était un accident génétique. Il y a d'autres gènes qui fonctionnent de façon différente, selon une hérédité dite récessive, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Là, il faut que les deux gènes soient défectueux, porteurs d'une anomalie génétique pour être atteints de la maladie. Et là, par exemple, une mutation en bleu héritée d'un parent et une mutation en rouge héritée de l'autre parent. Dans ce cas de figure, quand on est dans le cas d'une maladie récessive, le couple est porteur d'une mutation sur un de ces deux copies de son gène, mais n'a rien du tout, parce que le fait d'avoir une mutation ne fait rien. On est tous comme ça porteurs de mutations dans des gènes récessifs. On estime 30, 40, 50 mutations. Le risque pour ce couple, eh bien, il n'est pas nul. Il y a 4 combinaisons possibles et le risque, il est de 1/4. Si la mutation ici est la même 2 fois sur le même allèle, eh bien, peut-être parce que les parents ont un ancêtre commun, ou bien parce que c'est une mutation fréquente en population, comme la mutation la plus fréquente dans la mucoviscidose. On parle de mutation homozygote. Il y a des gènes localisés sur le chromosome X, et c'est la différence entre nos particularités filles-garçons. Eh bien, comme les filles ont 2 X, quand elles ont une mutation sur un gène localisé sur le chromosome X, elles n'ont rien, elles ne sont pas atteintes de la maladie. En revanche, si c'est un garçon qui est porteur d'une mutation, comme lui, il a une seule copie de ce gène, eh bien, il est atteint de la maladie. Ça, c'est pour les maladies liées à l'X récessif. Dans ce cas de figure, les filles ne sont pas atteintes et les mamans, elles peuvent être soit conductrices comme aussi, et avoir transmis cette mutation à leur enfant sans rien avoir, et il peut quand même s'agir d'un accident génétique survenu chez leur garçon. Et inversement, on connaît moins bien, il y a aussi des maladies dominantes liées à l'X. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fille avec une seule mutation est atteinte, comme dans les maladies dominantes ici.
le fait d'avoir une mutation, eh bien, ça suffit à entraîner la maladie. Mais dans ce cas-là, c'est des mutations qui ne sont pas, même pas vues chez le garçon parce qu'elles sont tellement sévères que on ne voit pas ces garçons. Ça, c'est des fausses couches ou c'est incompatible avec la survie. Donc, c'est des maladies qui sont transmises de mère en fille et pour lesquelles on ne voit pas de garçon atteint. C'est maladie dominante liée à l'X. Et enfin, je pensais important de terminer avec ça, qui est l'hérédité multigénique. Multigénique, c'est quoi? Parce que c'est peut-être le cas dans certaines agénésies du corps calleux. Là, les modes d'hérédité que je vous ai donnés, c'est un gène muté est suffisant pour entraîner la maladie. Ce qu'on appelle maladie multigénique, c'est qu'il faut la combinaison d'une mutation dans un gène, plus un autre, plus un troisième, plus un quatrième. Si c'est deux, ça s'appelle un digénisme. Et c'est la combinaison de tout ça qui donne la maladie. La combinaison de tout ça qui peut venir du père, de la mère, du père, comme on veut. Mais c'est la combinaison. Et ça c'est dur à trouver, les maladies multigéniques, mais c'est possible. Et puis, si on rajoute par-dessus ça le rôle de l'environnement, pour ceux qui ont assisté aux 2 jours du congrès, vous avez vu que l'alcool, le fait de boire de l'alcool en cours de grossesse, et en tout cas on a vu des modèles de souris aussi, quand on donne de l'alcool aux souris gestantes, eh bien elles peuvent avoir une anomalie du corps calleux, voire une agénésie complète. Donc là c'est l'alcool, c'est facile à étudier chez la souris, mais il y a sûrement des facteurs exogènes qui vont influencer le phénotype, c'est-à-dire l'expression de la maladie. Donc c'est connu pour beaucoup de maladies, c'est peut-être le cas pour l'agénésie du corps calleux. Je laisse maintenant la parole à Solveig qui va vous parler des causes génétiques d'anomalies du corps calleux. Et puis, je voudrais finir sur cette diapositive qui, finalement, pose la question de qu'est-ce qui est important. On a entendu parler d'imagerie en prénatal. C'est la seule chose qu'on peut faire en prénatal aujourd'hui, avec une CGH arrêt, pour être sûr qu'il n'y a pas d'anomalie chromosomique. Mais qu'est-ce qui définit le pronostic? Vous savez, les fameux, on vous dit c'est bon pronostic, mais il y a quand même un risque qu'on soit passé à cause de quelque chose ou que l'enfant présente un développement sévère. Est-ce que c'est la forme du corps calleux? Est-ce que c'est la plasticité cérébrale? C'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant est capable de mettre en place comme autre circuit? Est-ce que c'est la cause génétique? Est-ce que c'est le mécanisme? Toutes ces réponses nous passionnent. Enfin, on cherche à trouver les réponses à ces questions. Et c'est pour ça on s'est réunis au sein d'un consortium international qui comprenne toutes les spécialités différentes pour essayer d'avancer ensemble, parce qu'il faut avoir tous les aspects pour essayer de faire des corrélations et avoir des réponses à ces questions. Je vous remercie. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup à Tania Attier d'avoir partagé ce topo sur les causes génétiques d'agénésie calleuse. Donc moi je suis Solveig Haid, je suis généticienne clinicienne à la Pitié-Salpêtrière chez Delphine Héron. Et donc je vais vous parler de quelques causes génétiques d'anomalies du corps calleux, parce que ce serait un petit peu compliqué de vous parler de tout, et puis surtout qu'on ne connaît encore pas tout. Alors, en brève introduction, Tania a fait quand même tout le travail de l'introduction. Pour revenir sur le corps calleux, finalement, les principales causes connues actuellement d'agénésie du corps calleux, elles sont génétiques. On connaît aussi des facteurs environnementaux, des facteurs viraux aussi, mais la majorité des causes actuelles sont des causes génétiques. Alors, assez classiquement, on distingue finalement 2 grandes cohortes de population chez qui on va faire des analyses génétiques. Donc, les patients avec agénésie du corps calleux et handicap intellectuel, déficience intellectuelle, donc, qui se définit par un QI total inférieur à 70. Chez ces patients, on retrouve une cause à l'anomalie du corps calleux avec la déficience intellectuelle dans 45%. Chez 45% des patients. Donc, il reste quand même encore 55% de patients, la majorité des patients pour lesquels on ne trouve pas encore la cause. Et ces anomalies génétiques comprennent les deux champs d'anomalies génétiques, les anomalies des chromosomes, et je vais vous en dérouler quelques-unes, et les mutations dans les gènes dont vous a parlé Tania, qui sont la majorité, et je vais vous en montrer quelques-unes également. Alors il y a aussi les patients, la population de patients avec agénésie du corps calleux sans déficience intellectuelle, et là finalement on commence sur le plan génétique, on trouve beaucoup moins les causes, et il y a certainement beaucoup de choses encore à découvrir.
Alors, du coup, on va commencer par certes les grandes anomalies des chromosomes responsables d'agénésie calleuse. Je vais essayer de ne pas faire un trop gros catalogue. Je vais vous en prendre quelques-unes les plus emblématiques, peut-être, et les plus connues. Et notamment la trisomie 8 en mosaïque. Alors, Tania vous a expliqué ce que c'était que la mosaïque. Là, donc, la trisomie 8 en mosaïque, c'est finalement une des causes vraiment les plus fréquentes, la cause chromosomique la plus fréquente d'agénésie du corps calleux. Le diagnostic, il est fait très classiquement par le cariotype chez ces patients. Donc, il y a une agénésie du corps calleux qui est très fréquente, qui n'est pas constante. Et c'est des enfants qui vont présenter souvent un décalage des acquisitions, qui va pouvoir évoluer vers une déficience intellectuelle qui, là encore, n'est pas constante. Il y a tout un spectre malformatif également associé à la trisomie 8 en mosaïque, des malformations cardiaques, également squelettiques, des malformations vertébrales, des anomalies des rotules, tout un spectre malformatif associé. Et puis quelques petites particularités morphologiques qui vont pouvoir un peu orienter le clinicien qui connaît la trisomie 8 en mosaïque, quand notamment un patient qui a un excès de peau au niveau des paumes de main, ça peut nous faire évoquer, dans ce contexte malformatif et d'agénésie calleuse, ça peut nous orienter vers la trisomie 8 en mosaïque. Alors, qu'est-ce que c'est que donc, cette trisomie 8 en mosaïque? C'est finalement la cohabitation de deux populations cellulaires différentes. On va avoir des cellules qui présentent une trisomie 8, donc 3 chromosomes 8, et d'autres cellules parfaitement normales, avec un karyotype normal, avec 2 chromosomes 8, donc normal. Ce qu'on sait, ce qu'on pense en tout cas, c'est qu'il y a une certaine corrélation entre le pourcentage de cellules trisomiques et la sévérité. Plus on va avoir de cellules trisomiques 8, et plus le phénotype, les signes cliniques vont être sévères. Et au bout du spectre, ce qu'on sait, c'est que la trisomie 8 homogène, donc dans toutes les cellules, elle n'est pas viable, on ne la voit pas. Donc ce n'est viable qu'à l'état de mosaïque. Mais aussi, ce qu'on sait, c'est qu'on étudie la mosaïque, enfin on étudie que le tissu disponible, donc souvent c'est le sang, et on ne connaît le taux de mosaïque que dans le tissu qu'on a étudié, donc le sang. Et ça peut beaucoup varier d'un tissu à l'autre. Alors ce chromosome 8, il est très intéressant pour la génésie du corps calleux, parce qu'il y a une autre anomalie chromosomique qu'on retrouve fréquemment chez les patients avec agénésie du corps calleux. C'est un remaniement chromosomique assez complexe du chromosome 8. Il a un nom un peu méchant, c'est la duplication inversée et délétion du chromosome 8. En fait, ça veut dire que sur ce bras court, le bras court, c'est celui-là, c'est le petit bras du chromosome 8, il y a un petit bout en moins, c'est la délétion, et il y a un bout en plus, c'est la duplication. Ce diagnostic, on peut le faire par karyotype quand c'est une grosse duplication, une grosse délétion. Et le plus souvent maintenant, c'est par l'analyse chromosomique sur puce ADN ou la CGHA,